Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un avis, une analyse et surtout une mise en perspective sur le premier épisode d'À la croisée des mondes, la série BBC HBO diffusée en France sur OCS. Et même s'il y aura une première partie sans spoiler, même si je reviendrai sur les thèmes généraux d'À la croisée des mondes, eh bien je vous conseille plutôt d'avoir vu l'épisode sur lequel je reviendrai un peu plus en détail dans la seconde partie de la vidéo. Et oui, enfin la voilà, cette nouvelle adaptation de la célèbre trilogie littéraire de Philip Pullman, À la croisée des mondes ou His Dark Materials en VO. Souvenez-vous, la précédente tentative se résumait à un film de 2007 qui n'a jamais pu avoir les suites prévues, faute de succès, et notamment parce qu'il avait été expurgé de toutes les thématiques les plus profondes, car susceptibles, selon le studio, de heurter des sensibilités religieuses. Dès l'introduction qui revêt la forme pratique, même si assez peu cinématique de quelques phrases, on nous prévient que l'action commence dans un monde différent du nôtre, dans lequel l'âme humaine prend la forme animale d'un démon, et oui, ça se prononce bien démon. On peut dire que la notion d'âme est assez large, vaste, mystique évidemment, mais j'y ajouterai aussi la notion de personnalité et même d'humeur, notamment pour les enfants, ce qui explique la forme très changeante des démons pendant l'enfance, à contrario de la forme définitive que le démon prend au passage à l'âge adulte. Et voilà déjà une façon de donner corps à l'instinct et à l'animalité de l'humain. On remarque au passage que le démon est la plupart du temps du sexe opposé à celui de son humain, même s'il n'existe aucune règle précise et définitive en la matière de l'aveu même de l'auteur. On apprend aussi que ce monde est dominé depuis des siècles par le magisterium, une sorte d'institution qui concentre l'autorité spirituelle aussi bien que temporelle et mêle religion et science. Si la trilogie de Philip Pullman est généralement classée en littérature jeunesse, notamment pour son lot d'aventures fantastiques, de mondes imaginaires et de créatures surnaturelles, puisqu'on nous parle de prophéties, d'ours en armure et de sorcières, elle est aussi vivement critiquée par l'Église, ce qui n'est pas banal et dénote évidemment d'un propos non seulement plus profond qu'on ne pourrait le croire, mais aussi potentiellement subversif, du moins d'un certain point de vue. Par certains aspects essentiels qui seront dévoilés au fur et à mesure du développement de l'intrigue, on peut rapprocher À la croisée des mondes d'une vision qui oscille entre le gnostique pour son univers et l'agnostique pour son auteur Philip Pullman. Ce qui est certain, c'est que le propos d'À la croisée des mondes reste fondamentalement un commentaire sur la religion et sa relation à la société, puisque le titre même original, His Dark Materials, provient d'un vers du Paradis perdu de Milton, mais j'y reviendrai dans la première scène de classe de Lyra dans le premier épisode. Dans l'ensemble, j'ai eu une bonne impression de ces deux premiers épisodes, aussi bien dans le respect global de l'ambiance des livres que dans le rendu visuel de multiples éléments, aussi bien essentiels comme de détails. Le rendu visuel général est peut-être un peu trop propre, mais je ne boude pas mon plaisir, sachant que j'ai aussi dû passer outre les projections mentales que j'avais des personnages après avoir lu les livres, et donc m'adapter aux interprètes choisis pour les différents rôles. Dans le rôle de Lyra Belaka, on retrouve Dafne Keen, surtout connue pour son rôle de X-23 dans Logan, l'un des meilleurs films X-Men, du fait de sa liberté totale de narration et de ton. Et je dois bien avouer que je n'aurais jamais pensé à cette actrice pour le rôle de Lyra, mais bon, le casting est particulièrement délicat du fait de l'évolution du personnage au fil des romans. Le passage de blonde sur les pages à brune à l'écran n'a que peu d'importance, mais je m'attendais à une actrice proposant un visage un peu plus enfantin et angélique que celui de Dafne Keen, qui projette un peu plus de sérieux et de maturité que d'espièglerie. Par rapport au livre, il me semble surtout que le côté fantasque et menteuse de Lyra n'est pas suffisamment développé, surtout faute d'interaction avec d'autres enfants, dont elle devient assez rapidement une chef de bande dans les livres. Du côté de Ross Wilson, maintenant en Miss Coulter, même si son apparence ne correspond absolument pas de mon point de vue au personnage du livre et à ce qu'elle devrait projeter en termes de pouvoir de persuasion et de fascination sur les enfants comme sur les hommes, son jeu rattrape progressivement le décalage en mettant surtout l'accent sur ses multiples déviances et son aspect inquiétant. Et j'avoue que le casting de Nicole Kidman dans le film de 2007 me semblait en tout point parfait, comme celui de Daniel Craig pour Lord Asriel, qui est campé ici par un James McAvoy tout en énergie et en autorité, ce qui prouve qu'il a parfaitement saisi ce personnage qui semble si loin des considérations de tous les autres, trop emporté par l'ambition démesurée de ses projets. Arion Bakare me semble parfaitement incarner l'ego et la séduction vénéneuse de Lord Boreal, au-delà d'une différence de couleur de peau du coup sans la moindre importance. C'est évidemment un plaisir de retrouver l'excellent James Cosmo, commandant de la garde de nuit dans Game of Thrones, chez les Gyptiens en VO qu'on peut traduire par gitan comme dans les livres en VF. Et justement, puisqu'on en parle de ces gitans, il me semble que leur histoire pâtit un peu de la comparaison avec celle principale de Lyra, qu'on suit donc en parallèle, sachant que dans les livres, il y a des connexions qui se font un peu plus rapidement. J'ai trouvé des démons particulièrement bien faits dans la série, notamment Pantalémon, le démon de Lyra, ou encore le singe de Madame Coulter, plus intéressants sans doute que dans le film de 2007. Tous sont convaincants à vrai dire, une jolie prouesse technique qui n'est pas sans expliquer qu'il s'agisse de la série la plus chère jamais produite par la BBC.
Et pour le moment, les modifications légères apportées au déroulement du premier livre m'ont semblé judicieuses pour la plupart. Et justement, il me semble intéressant de noter au passage que l'adaptation est signée de Jack Thorne, qui a travaillé sur les séries Skins ou encore Shameless, et surtout sur des pièces de théâtre dont la plus célèbre reste Harry Potter et l'Enfant Maudit qu'il a coécrite avec J.K. Rowling. On notera également que Philip Pullman en personne est producteur de la série et qu'il a relu les scénarios de chacun des épisodes de cette première saison afin de garantir la cohérence vis-à-vis de son œuvre. Et maintenant je vais me lancer sur quelques points saillants de ce premier épisode qu'il me semble assez intéressant d'analyser pour vous apporter des éléments de contexte, des informations supplémentaires, mais attention, je n'ai pas du tout l'intention de couvrir tout ce premier épisode de manière exhaustive. La séquence d'introduction avec Lord Asriel qui confie Lyra, bébé, au Jordan's College correspond en réalité à la fin du livre La Belle Sauvage, le premier tome de la trilogie de la Poussière en cours de parution. L'introduction de Lyra et Roger enfants bénéficie de certaines scènes tournées à l'université d'Oxford. Le passage des expéditions de Lord Asriel vient souligner sa détermination presque surhumaine qui implique aussi une obsession, ne laissant que peu ou pas du tout de place pour d'autres préoccupations. Le générique m'a semblé visuellement très frappant et envoûtant, sachant qu'il ne fait que peu de mystère de la notion de réalité parallèle. Lorsqu'on retrouve Lyra en classe, elle grave son nom, Lyra Bellaka, ainsi que celui de son démon, Pantalémon. Toutefois, je remarque qu'il manque le C qui se trouve devant le Q habituellement dans son nom des livres, peut-être pour souligner l'étymologie de Lyra, comme la lyre, l'instrument de musique, et Bellaqua, comme Belle-Eau, plutôt que celle de Bellaka, un personnage mineur de l'enfer de Dante qui semble incarner une forme d'indolence. Et concernant le nom de Pantalémon, le démon de Lyra, eh bien, il trouve son origine dans un saint grec dont le nom signifie « qui pardonne tout ». Lors de cette leçon, le professeur fait lecture d'un passage qui dit « Les yeux seront ouverts et vos démons prendront leur forme véritable, et vous serez tels des dieux avec la connaissance du bien et du mal. » On retrouve là une très nette référence au paradis perdu de Milton, encore une fois, avec le questionnement du péché originel et surtout de ce qu'il signifie en termes de diffusion du savoir, de la connaissance, avec un Lucifer au rôle prométhéen, un thème qu'on ne pourrait pas faire plus central à l'histoire de la croisée des mondes. Cet indice est encore renforcé lorsque Lyra, pour faire diversion, demande au maître de lui relire un passage concernant les motivations du serpent dans le jardin d'Éden. Le maître souligne que le magistérium n'approuverait pas et on peut sans doute y voir une référence gnostique ou au moins miltonienne. Les jeux enfantins de Lyra et Roger proposent un résumé éclair de tout le début du premier tome de la trilogie et je regrette que les liens existants déjà entre Lyra et les Gitans ne soient évoqués qu'au travers d'une carte postale de Lord Asriel qui a eu vent du vol de péniche commis par Lyra. Dès la tentative d'empoisonnement d'Asriel par le maître de Jordan College, on sent que la question du bien et du mal sera plus subtile dans cette histoire que dans beaucoup d'autres. Juste avant la scène, la caméra s'attarde sur un vieux grimoire aux inscriptions mystérieuses. Il s'agit en fait d'une des rares copies du manuscrit permettant de déchiffrer les symboles de l'alétiomètre, la boussole de vérité. Ce qui laisse supposer que le maître l'a consulté avant de prendre sa décision. Le caractère intransigeant d'Asriel ressort nettement alors qu'il maintient sa prise sur Lyra, même après l'avoir reconnue, de même quand il part, totalement absorbé par son projet, et sous le prétexte, non sans fondement il est vrai, que le Nord n'est pas un endroit pour une enfant. Pour Asriel, tout le monde est spécial, donc personne ne l'est. Roger, lui, perçoit la richesse intérieure de son ami Lyra et voit les choses tout autrement. Et pourtant, Asriel conserve une certaine ambivalence. Il est capable d'un vague attendrissement pour cette petite fille. Mais enfin, quand même, dans cette scène, il fait un truc impardonnable. Il va mettre les chaussures de Lyra sur son oreiller, et ça, en termes d'hygiène, c'est juste criminel. Le spectateur réceptif à la série sera particulièrement intrigué par la notion de poussière et celle de monde parallèle, deux phénomènes que Lord Asriel est parvenu à capter sur plaque photographique. Évidemment, ne comptez pas maintenant sur moi pour vous gâcher la révélation sur ce qu'est réellement la poussière, puisque des éléments d'information parsèmeront sans doute la série au fil des saisons, mais que la révélation complète ne devrait venir que dans la 3e saison. Les gobblers ou enfourneurs en VF, ces voleurs d'enfants, sont parfaitement évoqués par cette musique inquiétante et envoûtante, et le regard hypnotique de ce renard. On y retrouve toute la mystique que des enfants peuvent mettre dans ce type de rumeurs malheureusement vraies. Et Lyra décide donc de faire confiance à Mrs. Coulter, qui elle, contrairement à Asriel, lui propose enfin de l'emmener vers l'aventure et même de retrouver le pauvre Roger avec ses bonnes joues et ses grosses dents. Pour rappel, avant que je n'oublie, sachez que ma vidéo d'analyse du 4e épisode de Watchmen, la série elle aussi diffusée sur OCS, est disponible sur la chaîne. Alors c'est très peu regardé, mais je sais que les personnes qui regardent ces vidéos les apprécient. Moi je trouve que Watchmen est une série hyper intéressante, donc je vous invite à regarder la série et évidemment, si vous voulez, mes analyses. Alors oui, je sais bien, je porte un t-shirt Peaky Blinders alors qu'il s'agit d'une vidéo consacrée à la Croisée des Mondes, mais bon, pour l'instant je n'ai pas encore de motif avec la Croisée des Mondes. Et puis Peaky Blinders, la saison 5,
5, eh bien j'en ai pas parlé, j'adore cette série, mais cette saison 5, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en deçà des 4 précédentes, du coup commencer à en parler avec une saison que je trouvais un peu en dessous, je trouvais ça dommage. Pour ce qui est de la suite de la Croisée des Mondes, j'espère que ça vous plaira, je vais continuer a priori à couvrir la série avec une vidéo consacrée aux épisodes 2 et 3 en même temps. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez un pouce en l'air, vous abonner, activer les notifications. Sinon, eh bien, je serai obligé de vous laisser entre les mains du petit singe de Mrs. Coulter. Et je vous promets que c'est pas du gâteau. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!